Dans cette vidéo, on va parler franchement de la réalité d'Amazon FBA en 2025. Et pour ça, je vais utiliser les questions que vous me posez le plus fréquemment, que ce soit en commentaire YouTube, que ce soit en DM sur Insta ou par email par exemple. J'ai sélectionné les questions les plus pertinentes par rapport à Amazon FBA et les questions pour lesquelles je pense pouvoir apporter une réponse concrète ou donner des conseils. J'ai laissé de côté toutes les questions sur ma fortune personnelle, sur combien je dépense tous les mois. Je ne pense pas que ce soit très utile de répondre à ce genre de questions. Une question qui revient assez souvent, c'est pourquoi je n'arrête pas Amazon FBA, pourquoi je ne revends pas mon business. Donc, pour être tout à fait honnête, c'est quelque chose auquel j'ai déjà pensé. Forcément, c'est toujours quelque chose de tentant, surtout qu'on a déjà eu des propositions, une en 2022 et une plus récemment, donc c'est pour ça que le sujet est encore frais dans ma tête. Et donc c'est vrai que quand on a une offre, alors c'est qu'un chiffre hypothétique, ça se travaille et le processus de revente d'un business est très long et le chiffre est amené à évoluer, mais dans tous les cas, on a un gros chiffre et on se dit qu'on peut effectivement vendre ce business, s'en débarrasser entre guillemets, et puis avoir ce petit pactole. Donc forcément c'est quelque chose d'intéressant, c'est quelque chose de tentant, mais pour être honnête, on s'est réellement posé la question et à chaque fois la réponse c'est ok, mais si on vend ce business et qu'on récupère cet argent, qu'est-ce qu'on fait par la suite? C'est quoi le plan? Et en fait, il y a aujourd'hui rien qui me drive plus que de continuer de développer ce business, de continuer de lancer de nouveaux produits, de développer les marques et en fait tout simplement de travailler sur ce business pour les prochaines années et d'atteindre des objectifs plus ambitieux de chiffre d'affaires, de profit, monter une équipe, voilà. Toutes ces choses-là qui, une fois qu'on a revendu le business, on ne peut plus les faire ou alors il faut relancer un business depuis le début. Donc c'est pour ça que je continue. Et c'est aussi une question de vision, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je pensais que les business Amazon, l'e-commerce sur Amazon FBA, c'était quelque chose qui allait disparaître, je pense que j'essaierai de me séparer de mon business le plus rapidement possible et de récupérer de l'argent. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. J'ai la conviction que ça va continuer de grossir. Et aujourd'hui, en e-commerce, avoir un business Amazon FBA qui tourne, c'est à mon avis un des meilleurs actifs qu'on peut avoir. Donc c'est pour ça que je garde mon business et par la suite, on verra si on souhaite le vendre, si on a une bonne proposition. Et c'est toujours agréable, voire réconfortant de savoir qu'on a une porte de sortie si on souhaite faire autre chose. Une question qui revient très souvent en ce moment, et je pense qu'il concerne beaucoup de débutants, de personnes qui découvrent le business model Amazon, on va dire, le fait qu'on peut vendre sur Amazon et développer un business e-commerce sur Amazon. Et donc une question qui revient, et il y a aussi pas mal de confusion autour de ça, c'est quel est le meilleur business model? Donc il y a plusieurs business models sur Amazon. On peut vendre sur Amazon en retail arbitrage, c'est-à-dire le fait d'acheter des produits en magasin par exemple à des prix cassés et les revendre sur Amazon pour un prix plus élevé. Il y a ce qu'on appelle le wholesale. Donc là, c'est le fait d'avoir des connexions avec des grossistes, avec des fournisseurs, d'acheter en gros, donc le wholesale, et ensuite de revendre unité par unité sur Amazon. Et donc ça va être des produits d'autres marques, des marques connues, peu importe. Et ensuite, il y a le private label. Et là, c'est le fait de créer sa propre marque, de créer ses propres produits et de les commercialiser sur Amazon. Beaucoup de personnes me demandent quel est le meilleur business model pour se lancer aujourd'hui. Et très honnêtement, pour moi, en fait, il n'y en a qu'un. Il n'y a même pas de comparatif à faire, dans le sens où le retail arbitrage, eh bien, ça peut être un premier pas dans le monde de la vente en ligne. Mais très honnêtement, vous allez pas faire beaucoup de profit, c'est extrêmement peu délégable, c'est pas du tout scalable comme business. En fait, pour moi, c'est même pas un vrai business dans le sens où vous faites juste de l'achat-revente, donc vous n'avez pas vraiment de business à proprement parler. Le wholesale, eh bien, c'est déjà l'étape du dessus. Vous avez quand même des relations avec des fournisseurs. Il y a quand même des choses que vous mettez en place, mais vous n'avez aucun avantage compétitif, on va dire, par rapport aux concurrents qui peuvent aller se fournir chez le même grossiste et vendre exactement les mêmes produits que vous pour quelques centimes de moins et vous prendre vos ventes sur Amazon. J'ai dû faire demi-tour parce que j'avais le soleil dans les yeux, pas le lunettes de soleil, donc impossible de regarder la caméra. Donc pour moi, c'est pareil, le wholesale, c'est un bon point d'entrée. Ça peut permettre de faire ses premières ventes, pourquoi pas, mais dans le fond, c'est pas un vrai business. Alors que le troisième business model, celui du private label, là, vous créez réellement quelque chose. Vous créez votre marque, vous créez vos propres produits. J'en parle dans plusieurs vidéos sur la chaîne. Le but, c'est pas de réinventer la roue, c'est pas d'innover, d'inventer des produits comme si on était Apple ou Samsung. Le but, c'est d'aller développer des offres qui sont uniques, qui sont
à notre marque, qui nous appartiennent réellement, et de les commercialiser sur Amazon. Dépendant de vos objectifs, si vous avez envie de gagner quelques dizaines, peut-être même quelques centaines d'euros par mois, le retail arbitrage peut être intéressant potentiellement, mais concrètement vous n'allez jamais réellement construire un business avec ce type de modèle. Le wholesale, ça peut être intéressant, surtout si vous avez vraiment des connexions avec des grossistes, avec des fournisseurs, mais là encore je trouve que c'est extrêmement friable pour les raisons que j'ai expliquées. Et le private label, à mon avis, ça s'adresse aux personnes qui veulent réellement lancer une entreprise, qui veulent développer leur marque, avoir en fait le maximum de contrôle sur tous les éléments du business et pouvoir développer leur business comme bon l'entendent. Si vous regardez la chaîne, vous savez que le private label, c'est ce que je fais personnellement, c'est aussi ce que font l'immense majorité des vendeurs Amazon FBA que j'ai rencontrés et qui sont devenus libres avec leur business, qui ont développé de gros business, de grosses marques avec des gros portfolios de produits. Donc pour moi, si vous êtes nouveau dans le monde du e-commerce, que vous vous intéressez à la vente sur Amazon FBA, regardez le business model du private label et regardez si c'est bon pour vous et si ça correspond à ce que vous cherchez. Ça faisait un moment que je n'avais pas fait ce type de vidéo et donc là j'en profite, je suis dans un endroit assez joli, donc voilà, à chaque question je change d'endroit pour que cette vidéo soit un petit peu moins monotone. Donc une question qui revient forcément très souvent, est-ce que Amazon FBA c'est toujours rentable aujourd'hui? Forcément, vous savez que j'ai un parti pris. Non seulement je vends sur Amazon depuis fin 2018, mais je vends aussi un programme de formation pour accompagner les personnes à se lancer sur Amazon FBA. Donc forcément, prenez ce que je dis avec un gros grain de sel. Au niveau de la rentabilité sur Amazon FBA, là je parle quand on fait du private label, du coup quand on a sa propre marque, on vend ses propres produits. Ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de vendeurs se focalisent sur les frais Amazon. Et en fait, ils comptabilisent tous les frais Amazon et à la fin, ils se disent ah, mais en fait, je travaille pour Amazon, c'est pas du tout rentable. Je pense pas que ce soit nécessairement la bonne approche et surtout, il faut prendre en compte tout ce que Amazon apporte. Alors c'est vrai qu'en fait, vu qu'on paye tous les frais à Amazon, donc à la même société, on a l'impression que c'est énorme. Alors qu'en fait, si on avait différentes entreprises qui nous facturaient pour ces différents services, eh bien, ça nous semblerait pas si énorme que ça. Donc, il faut vraiment se rendre compte déjà de tout ce qu'Amazon nous apporte dans notre business au niveau eh bien, du trafic déjà très qualifié qui arrive d'Amazon et qui arrive sur nos pages produits, les clients qui ensuite achètent nos produits. Donc ça, c'est une première chose. Et bien sûr, il y a tout l'aspect logistique, c'est-à-dire le stockage et les expéditions de nos produits, de notre marchandise. Et donc ça, c'est une énorme épine du pied qui est enlevée à tous les e-commerçants et à tous les vendeurs Amazon. Et forcément, c'est un service qui, à mon avis, est exceptionnel, qui est extrêmement efficace, mais qui a un coût, forcément. Après, pour l'avoir comparé avec des entreprises indépendantes qui proposent les mêmes types de services, mais bien moins efficaces, Amazon est beaucoup moins cher et beaucoup mieux. Donc, j'ai aucun problème à payer leurs frais. Donc ça, c'était pour la partie frais. Et pour vous donner une idée, en 2024, j'ai payé 905 000 € de frais Amazon sur l'année et 400 000 € de frais publicitaires. Donc ça peut paraître énorme comme ça, mais ce qu'il faut se dire, c'est que dans le fond, je m'en fiche. J'aurais préféré payer 2 millions d'euros de frais Amazon et 1 million d'euros de PPC, parce que si je gardais la même rentabilité, ça veut dire que eh bien, j'aurais doublé ou triplé mon profit. Donc c'est quand même ça qui est important à la fin. Et donc ce qui est très important, c'est de faire une analyse de rentabilité avant de lancer un produit, pour vérifier que une fois qu'on a pris tous les coûts en compte, et pas juste les coûts Amazon, mais tous les coûts d'achat du produit, les coûts publicitaires, les coûts de shipping depuis le fournisseur jusqu'à Amazon, bref, tous les coûts, eh bien, on est rentable sur Amazon. Et je pense que là-dessus, il y a un autre avantage au fait de vendre sur Amazon, c'est que les frais sont extrêmement transparents. Sur toute la ligne, vous n'allez pas avoir de surprise. C'est en fonction du poids de votre produit, c'est en fonction du prix de vente de votre produit. C'est des choses que vous pouvez vraiment calculer avant de lancer un produit avec beaucoup de précision. Donc, si vous voulez plus de détails là-dessus, sur comment je calcule la rentabilité d'un produit, eh bien, je vous mettrai en lien dans la description une vidéo dans laquelle vraiment je fais le récapitulatif de tout ça et vous aurez aussi accès au calculateur, au tableau Excel que j'utilise, que je vous mets à disposition gratuitement dans le guide de démarrage qui sera aussi juste en dessous en description. C'est totalement gratuit d'accès. Et donc pour parler chiffres, oui, Amazon FBA c'est toujours rentable. Au niveau de la rentabilité, on va être entre 15 et 25% on va dire pour voilà, un petit peu la moyenne des vendeurs Amazon. Je sais que dans mon programme FBA Accélérateur, les membres sont autour de 18 à 25% de rentabilité
rentabilité. Je sais que certains membres sur certaines périodes peuvent monter jusqu'à 28, 30 voire 35% de rentabilité, mais ça reste assez exceptionnel. En général, il faut viser autour de 20%. Et à titre d'exemple, mon business tourne autour de 17% de rentabilité au global sur Amazon. Donc ça reste dans la fourchette, même si c'est la partie basse, parce que ça dépend un petit peu des catégories de produits, ça dépend aussi de la taille du business. Donc oui, pour répondre à la question, Amazon FBA en 2025, c'est toujours bel et bien rentable. Une autre question qui revient beaucoup, c'est au niveau de la création de marque. Il y a pas mal de confusion à ce sujet-là, j'ai remarqué. Et donc, est-ce qu'il faut créer une marque et qu'est-ce que ça veut dire concrètement de créer une marque? Donc d'abord, est-ce qu'il faut créer une marque pour vendre sur Amazon? Est-ce que c'est obligatoire? Eh bien, la réponse courte, c'est non, mais je vous le conseille vivement. Pour plusieurs raisons. Déjà parce que vous allez être beaucoup plus légitime aux yeux des clients, mais aussi aux yeux d'Amazon. Vous allez avoir accès à beaucoup plus d'outils Amazon qui sont réservés aux marques qui sont enregistrées. Tout un tas de différentes choses, des formats de publicité plus avancés, plus de facilité à créer des listings qui convertissent sur Amazon, des pages produits qui convertissent. Bref, vous allez avoir beaucoup de choses qui vont vous être mises à disposition pour vous aider à lancer et développer votre business. Donc pour moi, oui, aujourd'hui c'est obligatoire. Et de toute façon, quand vous créez une marque, quand vous vous lancez sur Amazon, vous voulez faire ça de manière professionnelle, la plus professionnelle possible. Et donc ça passe par la création d'une marque, même si ce n'est pas réellement obligatoire, dans le sens où vous pouvez commencer à vendre sur Amazon sans avoir une marque enregistrée. Maintenant, comment créer une marque? Eh bien, même si ça peut faire un petit peu peur quand on n'a jamais mis les pieds là-dedans, dans ce milieu, dans le milieu de l'e-commerce, eh bien au final, créer une marque, c'est extrêmement facile. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est d'enregistrer votre marque dans un organisme de propriété intellectuelle comme l'INPI en France par exemple. Donc à partir du moment où vous avez un nom de marque qui est disponible pour la catégorie de produits que vous voulez vendre, vous pouvez enregistrer votre marque. Dépendant des pays dans lesquels vous enregistrez votre marque, ça va coûter une centaine d'euros, 150, 200 euros maximum. Donc c'est vraiment à la portée de tous. Et ensuite, pour professionnaliser un petit peu le tout et avoir une marque cohérente, vous pouvez créer une charte graphique avec un logo, avec des couleurs pour votre marque. Vous pouvez créer un site internet, mais tout ça, ça vient plus tard et c'est pas nécessaire pour enregistrer votre marque. Si vous voulez plus d'infos sur la création de marque, sur la création d'une marque pour vendre sur Amazon, eh bien, je vous mettrai une vidéo complète à ce sujet que j'avais publiée il y a quelques temps sur YouTube. Je vous mettrai ça en description. Une question qui revient souvent et qui alimente pas mal de peur et de mythes chez les vendeurs Amazon FBA, c'est la question des vendeurs chinois. Aujourd'hui, quelle est la situation avec les vendeurs chinois sur Amazon? Est-ce qu'il faut en avoir peur? Est-ce que c'est un facteur bloquant? Ça veut dire qu'on ne peut plus se lancer sur Amazon parce que les vendeurs chinois ont noyauté vraiment toutes les niches. Ma perspective là-dessus, c'est que les choses se sont pas mal arrangées, surtout sur Amazon en Europe. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup plus de règles en place qui empêchent les vendeurs étrangers, y compris les vendeurs chinois, de frauder sur certains aspects, comme le paiement ou non de la TVA. Donc ça a un petit peu changé certaines règles du jeu. Maintenant, tous les vendeurs sur Amazon Europe sont vraiment obligés de s'enregistrer et de payer la TVA. Ça peut paraître comme étant un petit détail, mais je vous assure que quand on a un terrain de jeu qui est équitable et le même pour tous, ça change quand même pas mal les choses. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que il y a eu certes une explosion à un moment donné sur Amazon des vendeurs chinois qui ont flairé le bon coup et qui sont allés se positionner sur des marchés. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ça s'est stabilisé. Il n'y a pas plus ou moins de vendeurs chinois. C'est resté à peu près au même niveau. Et le niveau des vendeurs chinois, même si je dirais que sur les 10 dernières années, il a bien évolué et ils sont passés de extrêmement médiocre à moyen, il reste pour la plupart largement prenable si on s'y prend bien, si on applique les bonnes méthodes. Et donc, on peut se démarquer par rapport aux vendeurs chinois qui, pour la plupart, vont avoir tendance à vendre des produits qui sont quand même assez génériques, sans aucune marque, avec très peu d'efforts sur les listings. Parfois, vous verrez, les images produits ne sont même pas dans la bonne langue de la marketplace. Vous aurez des images en allemand ou en anglais sur la marketplace française ou italienne, ce genre de choses. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup d'opportunités pour des vendeurs comme nous, des vendeurs non chinois, de lancer des produits et de faire notre place sur Amazon. Dans les bonnes niches aussi, parce que certaines niches sont beaucoup plus prisées des vendeurs chinois, souvent des niches avec de très gros volumes où la concurrence va être faite principalement sur le prix. Ce genre de niche, forcément, il faut les éviter tout simplement parce que ce n'est pas des niches où on va être rentable, ça va être des niches extrêmement compliquées à pénétrer. Donc il y a aussi ça, je pense qu'il faut être assez malin aujourd'hui dans notre manière de choisir les marchés sur lesquels on se lance. Mais de toute façon, depuis que je me suis lancé, ça a toujours été ma philosophie. Le but, c'est pas de se lancer sur des niches ultra concurrentielles et d'aller concurrencer les Chinois en frontal. Une question qui revient souvent aussi, c'est est-ce que c'est toujours possible de trouver une opportunité de produit à lancer
sur Amazon en 2025. Et c'est vrai que les choses ont pas mal évolué. Aujourd'hui, je pense qu'il faut avoir une différente approche quand on cherche un produit à lancer. Ne pas essayer de trouver, comme j'aime bien le dire, le mouton à 5 pattes, c'est-à-dire la niche ultra rare, quasiment introuvable, qui vraiment coche toutes les cases avec des super data partout, c'est-à-dire des chiffres d'affaires élevés, un niveau de concurrence bas, des concurrents qui sont tous très mauvais, bref, la niche extrêmement facile que tout le monde aimerait trouver pour se lancer et faire un carton immédiatement. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce type de niche n'existe plus réellement. Et pour être honnête, même quand je me suis lancé, ça faisait longtemps que ce type de niche vraiment pépite avait un petit peu disparu d'Amazon. En tout cas, était très très difficile à trouver. Clairement, le premier produit sur lequel je me suis lancé, c'était pas du tout ce type de niche-là. Aujourd'hui, mon approche, c'est plutôt de trouver une niche qui a certes un bon potentiel. On n'a pas envie de se lancer dans une niche vraiment suicidaire avec très peu de demande, beaucoup de concurrence, ce genre de choses. Il faut quand même une niche avec du potentiel, avec de la demande, mais surtout trouver un angle d'attaque, un positionnement qui va nous permettre de pénétrer cette niche, de faire sa place dans le marché et de s'installer dans le top 5, top 10 des vendeurs de cette niche. Donc c'est un petit peu différent par rapport au type de conseils qu'on pouvait trouver un petit peu partout sur le net il y a quelques années et encore même aujourd'hui, certains continuent de parler de ça. Je pense que c'est des gens qui n'ont pas beaucoup d'expérience ou alors qui ont une expérience qui commence à être assez datée de la vente sur Amazon. Aujourd'hui, je pense que quand on cherche un produit à vendre, il faut vraiment réfléchir dans une logique de marque, de positionnement. Comment est-ce qu'on va développer notre offre, notre private label et vraiment avoir un produit unique, quelque chose qui ressorte dans les résultats de recherche. Et donc, c'est exactement ça que j'explique dans ma méthode du Private Label 2.0. Aujourd'hui, le Private Label tel qu'on le faisait en 2015, 2016, 2017, c'est complètement obsolète. Pour moi, ça ne fonctionne plus et c'est la meilleure manière de se planter. Donc, si vous voulez plus d'infos sur le sujet de la recherche produit en particulier, j'avais fait une vidéo complète sur le sujet que je vous mettrai encore une fois en lien dans la description. Je vous renvoie vers beaucoup de vidéos dans cette vidéo, mais c'est normal parce que je ne peux pas développer tous les sujets pendant 10-15 minutes. Donc, vous aurez tous les liens avec les vidéos qui vont plus en profondeur dans la description. Et si je devais donner un conseil aujourd'hui aux personnes qui souhaitent se lancer, aux débutants qui souhaitent tenter l'aventure Amazon FBA, qu'est-ce que ce serait? Eh bien, je pense que ce serait de prendre ça réellement au sérieux, comme une vraie entreprise, un vrai business et pas un petit business qu'on fait quand on a le temps, 1 ou 2 heures par semaine, comme un petit peu un side hustle. Donc ça serait vraiment ça serait le fait d'être extrêmement professionnel dans votre approche, de vous former, d'appliquer les bonnes méthodes, de ne pas tenter de prendre des raccourcis qui au final vont revenir et vont vous faire perdre du temps, voire même de l'argent. Donc soyez pro dans votre approche, soyez pro dans l'exécution des étapes, dans la création de votre marque, dans la création de votre offre produit, dans vos interactions avec vos fournisseurs, avec les différents prestataires. Voilà, soyez pro, vous êtes une entreprise et vous vous lancez dans l'e-commerce. Certes, vous êtes peut-être débutant, mais vous faites ça de manière sérieuse et parce que vous avez envie de créer un réel business. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment l'approche qu'il faut avoir pour se donner les meilleures chances de succès. Et prochaine question, et je pense que je vais finir là-dessus parce qu'il commence à faire très chaud. Le budget de lancement, quel budget de lancement je préconise pour se lancer sur Amazon FBA en 2025. J'ai fait plusieurs vidéos sur la chaîne en 2021, en 2022, en 2023 sur le budget de départ. Très honnêtement, il n'a pas beaucoup évolué. Les postes des dépenses sont restés les mêmes. Donc vous pouvez retourner voir les vidéos des années précédentes. Dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo à jour vraiment avec voilà, les derniers coûts, les dernières dépenses. Mais globalement, pour vous donner une fourchette, on va être entre 5 000 €, je dirais minimum 5 000 € à investir dans le lancement de son business, dans la création de sa marque, dans l'achat du premier stock. Donc à 5 000 € minimum, entre 5 et 10 000 € disons, pour donner une fourchette et potentiellement plus si vous pouvez vous permettre d'investir plus dans le lancement de votre entreprise. J'espère que vous avez apprécié le contenu de cette vidéo. Si vous avez des questions par rapport à mes réponses, n'hésitez pas à le laisser juste en dessous dans la section commentaires. Je prends le temps de lire et de répondre à tout le monde. Et bien sûr, vous retrouverez tous les liens des vidéos que j'ai mentionnées pendant mes réponses juste en dessous dans la description. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.